Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau NeuroLive. Bonsoir Yes. Ciné. Bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors là, ce soir, on a la chance d'avoir Ciné Sambia avec nous, qui est psychomotricien à Montreuil, qui va donc non seulement nous parler donc, de sa profession, qu'est-ce que la psychomotricité, à quoi sert un bilan en psychomotricité, à quoi ressemble un bilan en psychomotricité, derrière quels pourraient être les outils, ou en tout cas on va dire les méthodes en prise en charge pour travailler ce qu'il y a à travailler juste après donc un bilan effectué en psychomotricité. Et puis voilà, tout simplement. Encore une fois, donc, les NeuroLive ils sont faits pour échanger un maximum entre nous, donc ce sont entre les professionnels et puis les patients, les familles, afin que ça puisse vous être utile un maximum. Et voilà, le partage de connaissances et d'expériences, tout simplement. C'est bien, je vois que petit à petit, du coup, il y a des gens qui sont en train de nous Oui. rejoindre. Yes. Peut-être alors, avant même de parler de la psychomotricité, est-ce que Mhm. tu veux déjà aussi te présenter? Ouais, bien sûr, Juste revenir pourquoi pas. sur ton parcours, quoi, qu'est-ce qui t'a amené voilà, à Pas de faire ça? souci, pas de Ouais. souci. Alors du coup, moi je m'appelle Sambia Siné, comme Gabriel vient de le dire. Du coup, je suis psychomotricien depuis 2013. Et dans un premier temps, en fait, avant d'être psychomotricien, j'étais éduc. Donc j'ai été éduc à domicile pendant un certain temps, spécialisé dans l'autisme. Du coup, j'ai accompagné principalement des enfants autistes. Donc aussi bien dans le plan de séjour adapté que du coup sur du domicile. Et puis en cours de route, voilà, j'ai passé le concours pour devenir psychomotricien. Et du coup, depuis maintenant 5 ans, je suis psychomotricien. Je travaille en libéral du coup dans un cabinet, dans un groupe paramédical en fait à Montreuil, où en fait du coup il y a deux psychologues et deux psychomotriciens. Et donc du coup, l'idée du cabinet, c'est principalement d'accompagner les enfants et les familles qui présentent en fait un trouble spécifique d'apprentissage. Donc moi, par rapport à ça, j'ai fait une formation au niveau des troubles des apprentissages, donc j'ai suivi un DU. Et puis du coup, voilà, je continue de me spécialiser. Après, quoi dire d'autre? Ah, c'est déjà super tout ça. Voilà, Donc ça veut voilà. dire, si je comprends bien et tout, tu bosses au sein d'un cabinet paramédical Ouais, c'est pluridisciplinaire ça. et vous travaillez dans l'optique d'apporter une prise en charge cohérente C'est ça. autour Autour des de l'autisme. patients. C'est ça, Ah, c'est c'est ça, super, c'est ça, c'est c'est super. ça. Du coup, c'est bien. Alors, on a vraiment la chance de t'avoir ce soir avec nous. Qu'est-ce que la psychomotricité? Alors, bien, bonne question. Vaste question. Oui. La psychomotricité. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que la psychomotricité, c'est un concept. Avant d'être un métier, c'est un concept. C'est un peu comme la psychologie. Avant d'être un métier, c'est un concept. Et le concept de psychomotricité, il nous explique que ce qui se passe dans la tête va avoir une répercussion et va avoir des incidences sur le corps et inversement. Et en gros, pour faire simple, c'est l'idée de se dire que notre corps, c'est l'outil principal qu'on va utiliser pour interagir avec l'environnement. Par exemple, là, pour interagir avec Gabriel, ben, du coup, je vais utiliser mon corps. Donc, je vais utiliser ma bouche, je vais utiliser mes yeux pour le regarder, je vais utiliser mes oreilles pour l'écouter, etc., etc. Et le but du jeu, c'est de se dire que, ben, à partir du moment où en fait on utilise notre corps, en psychomotricité, on parle de trois domaines qui sont très importants. Donc il y a l'aspect psycho-affectif, donc c'est tout ce qui est aspect les émotions, la gestion des émotions et tout ça. Il y a l'aspect cognitif, donc tout ce qui est pensée, tout ce qui est réflexion, tout ce qui est connaissance. Il y a l'aspect bien évidemment du coup neuromoteur, donc ça c'est vraiment les muscles et les mouvements. Et l'idée, c'est de se dire que en psychomotricité, pour avoir une psychomotricité adaptée, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre ces trois domaines-là. Et à partir du moment où en fait il y a un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y a un des aspects qui est surinvesti, donc où la personne fait plus attention à cet aspect-là, bah, du coup on va être dans un déséquilibre. Et c'est là qu'intervient le psychomotricien qui va du coup aider le patient à retrouver un équilibre, ce qu'on appelle un mieux-être psychocorporel, enfin pour ceux qui suivent. Voilà. Waouh, t'as Je donné sais pas plein de si, formations. ouais, je sais Ah pas non, si non. c'est clair ou. Ah, c'était extrêmement clair. C'était extrêmement clair. De toute façon, bon, ce qui est bien, c'est que bon là, Ciné donc a donné plein Plein d'informations. d'informations, ouais, faut pas hésiter. Évidemment, comme d'habitude, alors non seulement bien évidemment, oui, vous pouvez poser les questions Ouais, et de toute faut façon, pas donc la hésiter. vidéo, elle reste sur Facebook, hein, donc il n'y a Ouais, pas de souci.
la vidéo elle peut être de nouveau regardée, partagée. Et nous, on pourra aussi prendre le temps de répondre à vos questions bien sûr, après. bien sûr. Alors là, il y a Elias qui a déjà commencé à poser les questions. Donc, est-ce que les séances en psychomotricité sont remboursées par la Sécu? Ah, bonne question. Alors, ça dépend. Ça dépend parce que en pratique, j'ai envie de vous dire non. Maintenant, il y a effectivement dans le cadre de la MDPH, la sécurité sociale du coup va rembourser, va prendre en compte pas tout, mais une partie des séances. Pour ça, bien évidemment, il faut qu'il y ait un diagnostic, alors que ce soit un diagnostic du coup spécifique, trouble spécifique d'apprentissage, donc que ce soit dyspraxie, que ce soit trouble de l'attention, que ce soit autisme, que ce soit ce que vous voulez, il faut qu'il y ait un diagnostic, qu'il soit posé, qu'il soit reconnu par la MDPH. Dans ce cadre-là, oui, la sécurité sociale va prendre en charge une partie des frais. Maintenant, quand on rentre pas dans ce cadre-là, ce qui arrive énormément en fait en cabinet libéral, parce que moi par exemple dans ma pratique, j'ai beaucoup d'enfants qui viennent me voir pour 80, on va dire 90% des enfants qui viennent me voir, c'est pour des troubles de l'écriture. Troubles du graphisme, des enfants qui ont du mal à écrire, soit pour une lenteur, soit pour une écriture illisible, ou soit pour des douleurs. Et donc du coup, dans ce cadre-là, malheureusement, souvent la sécurité sociale ne rembourse pas. En revanche, il y a plusieurs possibilités dans ces cadres-là. Le premier, c'est qu'on peut, en fait, en fonction des revenus des familles, on peut saisir la sécurité sociale par le biais d'une prise en charge extra-légale. Donc ça, il y a toute une procédure à mettre en place. Donc ça, faut plus voir avec le psychomotricien pour qu'il la déclenche et pour qu'il vous accompagne en fait dans cette prise en charge là. Mais globalement, c'est qu'il faut aller en fait à la sécurité sociale et demander un dossier de prise en charge extra-légale qu'il faudra remplir avec le psychomotricien et du coup avec les revenus des familles. Sinon, à côté de ça, il y a les mutuelles. Les mutuelles principalement qui remboursent. Et là, des fois, il faut forcer un petit peu parce qu'en général, elles ne remboursent pas d'emblée. Elles vont tout de suite dire bah non, on peut pas trop rembourser. Mais en général, quand on insiste un peu et quand on fournit entre guillemets les factures, etc., il y a certaines mutuelles qui remboursent. Moi, j'ai quelques patients. Vas-y. Non, parce que du coup, ouais, ça me donne plein de questions. Les mutuelles, elles remboursent. Est-ce que le fait que ça soit accompagné, par exemple, je sais pas moi, de l'ordonnance d'un médecin, Systématiquement, ça passe mieux? de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que on ne peut pas faire de bilan psychomoteur, on ne peut pas faire de suivi normalement sans avis médical. Ok. Donc c'est une profession paramédicale, donc c'est important de le dire, c'est-à-dire que quand vous allez voir votre psychomotricien, normalement il vous dit bah écoutez, ok, on va faire le bilan, mais pour ça il me faut une prescription médicale. Alors c'est assez paradoxal parce que je viens de vous dire que c'est pas remboursé par la Sécu du coup, sauf que en fait la prescription elle a deux raisons. La première, protéger le psychomotricien en cas de problème, tout simplement. Et la deuxième, c'est justement en cas de demande de remboursement que ce soit auprès de la sécurité sociale par le biais des prises en charge extra-légales ou par les mutuelles. Les mutuelles vont tout le temps vous demander la prescription médicale. Ce qu'il faut savoir, c'est que le psychomotricien ne garde pas normalement ne garde pas, si, il garde, en tout cas moi ce que je fais c'est que je garde une copie de la prescription médicale et je rends l'original en fait aux parents pour justement leur permettre de faire des demandes faire les démarches s'ils ont besoin. Tu as parlé d'un dossier, tu sais, auprès de la Sécu. Ouais. Alors du coup, est-ce que ce dossier-là, c'est valable aussi pour les séances ou c'est que pour les bilans? C'est les deux. C'est les deux. C'est vrai? C'est les deux. En fait, et ça, ce sera, en fait, si tu veux, ce dossier-là, il se sera étudié par la sécurité sociale en fonction de plusieurs critères. En fonction du coup des besoins de l'enfant, des revenus de la famille et plein d'autres critères que je n'ai pas forcément en tête là. Et en fonction de ces critères-là, du coup, la sécurité sociale va allouer une somme qui sera à utiliser pour le suivi. Donc le suivi, ce sera soit pour le bilan ou soit pour les séances. Et ça, ce sera à voir en fonction. D'accord. Est-ce que, alors je ne sais pas si on peut parler du prix, grosso modo, ça s'élève à combien à peu près un bilan en psychomotricité? Alors, en région parisienne, un bilan en psychomotricité, ça varie. Ça varie entre 150 à peu près et 200, 250.
D'accord. Ça dépend aussi parce que il y a effectivement d'une part le bilan psychomoteur, mais il y a aussi d'autres tests qui peuvent aussi qui peuvent amener d'autres coûts. Et donc du coup, ça peut parfois faire varier le prix du bilan. Après, en général, la majorité des psychomotriciens font un package. Mhm. C'est-à-dire que c'est le bilan psychomoteur et à l'intérieur de ce bilan-là, on va faire différentes épreuves en fonction des besoins de l'enfant, du coup. Mais donc on est à peu près, on va dire 200, Ouais, voilà, à 250 peu près. euros. Ouais, à peu près, ouais. Ouais. Et alors du coup, pour que les familles le sachent, ça dure à peu près combien de temps un bilan? Alors là aussi, pareil, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas un ordre de psychomotricité qui dit Mhm. tel bilan, faut que ça dure tant, déjà, ça varie énormément en fonction des besoins Ouais, de l'enfant, en fonction de la demande. Mais grosso modo, pareil, je vais prendre mon exemple. Moi, je sais que le bilan, je le fais en 3 séances minimum. d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une première rencontre où effectivement je rencontre la famille, où du coup on va discuter, on va essayer de voir ensemble, on va essayer de questionner un petit peu la demande, essayer de voir où sont les difficultés. Ce premier rendez-vous, en fait, moi, ça va me permettre de sélectionner déjà en amont un petit peu les tests que je vais faire passer, parce que bien évidemment, en fonction de l'âge, en fonction de la demande et en fonction des difficultés de l'enfant, on va pas forcément passer les mêmes tests. Et donc, du coup, déjà à la fin de ce rendez-vous-là, j'aurai déjà une idée de dans quelle direction je vais orienter le bilan. Mhm. Ensuite, le deuxième rendez-vous, en général, il faut compter entre 1h30 et 2 heures. Ça, c'est le premier rendez-vous, ça, c'est l'entretien d'anamnèse. Voilà, c'est C'est ça, ça. c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'entretien d'anamnèse, où justement on rencontre la famille. Et donc le deuxième rendez-vous, donc après, là, moi, en général, je fais entre 1h30 et 2 heures. 1h30, c'est plus pour les petits, en général. À partir de quel âge? Alors justement, on peut faire pour les petits. Alors, donc du coup, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas d'âge, parce que il n'y a pas d'âge. Faut qu'il soit né. Faut qu'il soit né. Mais grosso modo, l'idée, c'est de se dire que je vais orienter surtout par rapport au libéral. Moi, dans ma pratique, les enfants que je vois, ils ont aux alentours, les plus jeunes ont aux alentours de 1 an et Oui, demi. ouais. Donc là, ça va être plus un accompagnement sur justement ce qu'on appelle le développement psychomoteur, c'est-à-dire apprentissage de la marche, apprentissage Mhm. du quatre pattes, toutes les étapes du développement psychomoteur. Et donc du coup, le bilan, mais grosso modo, il y a des bilans psychomoteurs à l'hôpital qui sont faits, par exemple, notamment dans les services de néonatologie, qui sont faits beaucoup plus tôt. Mais Ouais, ouais. en fonction, ce ne sera pas forcément les mêmes bilans. D'accord, Mais ouais. en libéral, voilà, faut se dire que en pratique, en général, on reçoit les enfants à partir de 1 an et demi, deux Un an et ans. demi, 2 ans. 1 an et demi, Mhm. 2 ans. Avant, c'est plus un travail avec les parents, avec la famille. Enfin, déjà, même 1 an et demi, 2 ans, c'est beaucoup un travail avec les parents, avec la famille, pour justement essayer de comprendre un petit peu les difficultés. Et puis après, on s'ajuste en fonction, quoi. C'est vrai que bon, après, généralement, mais bon, après, peut-être que ça c'est mon point de vue à moi, mais Mhm. euh, je dis souvent que bon, les premiers professionnels qu'on peut être amené à voir, Ouais. bah, du coup, c'est par définition, oui, psychomotricien, Mm. et puis après, bah, parfois orthophoniste aussi, Ouais, c'est lorsqu'il ça. y a souci au niveau du C'est ça, langage. c'est ça, c'est ça. Mais oui, effectivement, on en voit pas mal des psychomotriciens C'est qui ça. travaillent avec des bébés, C'est ça. Bah, en fait, donc dès le plus jeune âge. ce qu'il faut se dire, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que comme je te disais tout à l'heure, la psychomotricité, c'est un concept. Donc, du coup, c'est un Mm. concept qui touche. Au final, quand on dit équilibre entre ce qui se passe dans la tête et ce qui se passe dans le corps, bon, ok, mais en fait, ça touche. C'est super large au final. Ouais, Et donc, du coup, l'idée même de la psychomotricité, c'est vraiment cette idée de globalité. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, donc la sphère cognitive, la sphère affective et la sphère neuromotrice qui vont du coup justement fonctionner ensemble. Et à partir du moment où on est, ces sphères-là, elles sont en place en fait. Même si l'enfant ne parle pas encore, bah, il est déjà dans une compréhension, il est déjà dans une forme d'interaction. Et encore plus quand il est bébé, son corps, c'est encore plus son outil mm, mm, d'interaction, mm. plus que le langage du coup. Et donc du coup, l'idée, ça va être vraiment déjà de faire le point déjà à ce niveau-là pour justement l'amener progressivement à avoir un équilibre. Après, quand ils sont petits, bien souvent, moi ce que je dis souvent, c'est qu'on est dans la prévention.
C'est-à-dire que honnêtement, avant 4-5 ans, voire même 6 ans, on est vraiment dans de la prévention la plupart du temps en libéral. J'entends dans les suivis que moi j'ai en libéral, on est vraiment dans de la prévention où justement on va essayer de se dire bon ok, cet enfant-là il a telle difficulté, on sait qu'il est encore en développement, on va juste mettre en place des choses. Alors ce sera par exemple faire en sorte qu'il ait plus confiance en lui, faire en sorte qu'il ose un peu plus, faire en sorte qu'il arrive un petit peu mieux à s'ajuster aux autres, pour justement que ces difficultés-là ne s'enracinent pas et qu'on ne le revoit pas à 8, 9, 10 ans avec des difficultés beaucoup plus importantes. Voilà. J'espère que je suis assez C'est clair. extrêmement clair. Ouais. Extrêmement clair. Il y a énormément de questions. Ouais, Ça c'est alors là pour le coup sûr, il faudra absolument qu'on prenne le temps. Donc Bien sûr. après la vidéo Bien sûr. de répondre à Bien toutes sûr. ces questions parce que je veux vraiment Aucun souci. pas qu'on laisse des Aucun souci. questions sans Sans réponse. C'est clair. Vous expliquez le bilan de Dunn. Ouais, le bilan de. Pourquoi c'est important pour Ah, bien, tout à fait. Le profil sensoriel, du coup. Donc ça, c'est plus spécifique, C'est quoi la non? question Pardon? C'est quoi la question La question, ouais, il faudrait peut-être qu'on la relise, mais nous, Ouais. alors, peut-être que tu peux la relire, Nima. Pouvez-vous expliquer le bilan de Dunn qui mesure l'impact des troubles sensoriels et en quoi il est peut-être important à faire vis-à-vis des TSA? Ouais, bien S'il sûr. vous plaît. Bien sûr. J'adore ce bilan. Enfin, après, ça, c'est un avis personnel, mais surtout dans l'autisme, parce qu'en fait, l'idée du profil sensoriel, c'est de mettre en fait, de faire le point sur l'impact qu'ont l'aspect sensoriel dans le développement moteur, et dans l'interaction. Pour vous donner un exemple, on le sait de plus en plus, les enfants autistes, la sphère sensorielle est super importante. Par exemple, un enfant autiste qui va être très sensible à la luminosité, il va rentrer dans une salle, la luminosité va être trop forte, paf, il va déclencher une crise. Si on ne le sait pas, bah, on va se dire mais pourquoi il crie, pourquoi il commence à taper tout le monde, pourquoi. Et donc du coup, le but du profil sensoriel, comme son nom l'indique, c'est justement de faire un état des lieux. De se dire, bon ok, sur le plan visuel, il est plutôt hyporéceptif, c'est-à-dire qu'il ne réagit pas assez. Ou sur le plan tactile, il va surréagir, etc. Donc c'est vraiment de dresser un tableau. Très sincèrement, c'est très rare, ça m'est jamais arrivé en fait, je dis c'est très rare, mais ça m'est jamais arrivé, de faire passer un bilan psychomoteur pour un enfant autiste sans profil sensoriel associé. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement le bilan psychomoteur va permettre justement, du coup je commence à rentrer un petit peu plus, mais le bilan psychomoteur va me permettre d'avoir une idée un petit peu du fonctionnement psychomoteur, c'est-à-dire je vais investiguer tout ce qui est notion de marche, tout ce qui est notion de course, tout ce qui est notion d'organisation dans l'espace, organisation dans le temps, tout ce qui est notion de schéma corporel, c'est-à-dire qu'est-ce que je connais de mon corps et comment je me le représente et comment est-ce que je peux l'utiliser, tout ce qui est notion de motricité globale aussi, motricité fine pardon, donc c'est la motricité globale et motricité fine, et sauf que ça pris tout seul, surtout en plus dans l'autisme où on sait qu'il y a bien souvent des difficultés sur le plan de l'intégration des informations sensorielles, c'est-à-dire qu'il y a bien souvent il y a des difficultés de filtre, et donc du coup les enfants autistes prennent les informations de plein fouet sans forcément pouvoir les filtrer. Donc du coup si c'est bien mignon de faire passer un bilan psychomoteur et de savoir que l'enfant il arrive à avoir une bonne coordination, qu'il arrive à gérer tout ça. Mais si à côté de ça, je ne sais pas s'il a eu des hyposensibilités ou s'il a des hypersensibilités par rapport que ce soit à l'aspect vestibulaire, à l'aspect visuel, à l'aspect auditif, du coup, tout le travail que je vais pouvoir mettre en place, en fait, il va être biaisé parce que du coup, il va me manquer une partie des informations. Justement parce que c'est des informations que l'enfant lui-même ne pourra pas me donner. Ses parents, s'ils ne sont pas forcément formés ou s'ils ne savent tout simplement pas, ça arrive, c'est pas évident, ne vont pas non plus pouvoir me donner. Et donc du coup, on va passer à côté de plein d'informations qui vont du coup biaiser le suivi derrière. Est-ce que c'est clair? Faut me dire. C'est très très clair. Je De toute façon, moi, si jamais en fait c'est pas assez clair, te dirais, tu me dis ouais. Je Ok. n'hésiterai pas à tout à t'interrompre, mais il semble que ça soit extrêmement clair Ok. et passionnant. Ouais. Vraiment, vraiment intéressant.
Donc alors pour le coup, ah oui, il y avait juste aussi une question. Ouais. Vous avez pu comprendre, donc on a aussi la chance d'avoir Nima avec, avec nous qui assure un petit peu ouais, le backstage. Alors, une petite question qui, j'allais dire qui peut fâcher, mais Ouais, non, en fait c'est simplement pour apporter encore d'autres informations. ouais, C'est quoi la différence entre un psychomotricien et puis un ergothérapeute? dis-moi. Parce que tu disais oui pour travailler l'écriture. Mais je sais Ouais, que les ergothérapeutes aussi ouais, travaillent ouais, l'écriture. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est génial cette question. Alors, la différence, donc là je risque de me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave. Euh, En gros, on va schématiser. Entre 0 et 8 ans, ça va être le psychomotricien qui va s'occuper du suivi. Après, on va plus facilement passer la main à l'ergothérapeute. Pourquoi? Grosso modo, on a effectivement des champs de compétences, notamment justement sur l'écriture. On a justement des champs de compétences qui se chevauchent beaucoup. Simplement, on va pas forcément avoir le même regard et pas forcément avoir le même impact. Je te disais tout à l'heure que le rôle la psychomotricité, c'est un concept. Et Ouais. donc, du coup, c'est un concept qui a énormément d'importance tout au long de la vie, mais qui est encore plus important dans les premiers temps de la vie. Dans le premier temps de la vie, donc c'est-à-dire entre 0 et 8 ans. Et donc, du coup, c'est là où, en fait, l'enfant va pouvoir développer au maximum, justement, ses compétences psychomotrices. Donc, je répète encore une fois, les compétences psychoaffectives, les compétences neuromotrices et cognitives. Mais c'est pas juste les unes par rapport aux... Enfin, c'est pas juste les unes toutes seules, c'est les trois ensemble. Donc, c'est vraiment... Donc, le rôle du psychomotricien, ça va être vraiment d'accompagner l'enfant vers un développement global de ces fonctions-là. Donc, en général, entre 0 et 8 ans. Donc, encore une fois, je schématise, hein, vraiment pas pour qu'on puisse comprendre. Et ensuite, après, en général, moi, je passe la main, notamment sur les difficultés d'écriture, je passe la main quand l'enfant a aux alentours de 8-9 ans, c'est-à-dire quand il arrive en CE2, CM1, où justement les compétences vont être plus être sur une notion d'automatisation du geste, où en fait, c'est-à-dire qu'on va, en gros, entre 0 et 8 ans, on lui demande d'apprendre le geste. On lui demande d'apprendre le geste d'écriture. Donc là, du coup, ça, voilà, on l'aide, il n'y a pas de souci, on peut l'accompagner. À partir de 8 ans, on va énormément accentuer sur cette notion d'automatisation et sur cette notion d'accélération. Si à 8 ans, on se rend compte que l'enfant il a encore des difficultés et que 8-9 ans, hein, c'est une moyenne, là aussi encore, si on se rend compte qu'à cet âge-là, l'enfant il a encore énormément de mal à automatiser et que pour le geste graphique par exemple, il va encore avoir énormément besoin de se concentrer et que ça coule pas de source, que ça lui demande toujours autant d'attention, on va progressivement essayer de passer la main à l'ergothérapeute qui va justement faire un bilan et voir si par exemple on va pouvoir passer sur l'outil informatique par exemple. Et donc du coup l'idée ça va être de préparer justement l'entrée au collège où là justement cette notion de rapidité va être encore plus décuplée et donc du coup on va passer la main. Donc c'est ça, alors si je comprends bien, bon déjà en tant que psychomotricien, si vous intervenez on va dire entre 0 et 8 ans, Ouais, il y a, même si vous intervenez aussi ouais, pour bien sûr. après, hein, Ouais, bien sûr. mais il y a de fortes chances que à force justement de travail, vous pouvez en gros, parce que vous êtes intervenu, faire en sorte que bah, tel patient, 10 ans après, 15 ans après, en fait il n'ait plus besoin. En tout cas, il n'est pas besoin d'un psychomotricien. Parce qu'il y a un Entre travail guillemets, qui sera fait entre dans guillemets. l'apprentissage justement de la Du gestuelle, geste, de la voilà. posture et tout. Ouais. Entre guillemets. Alors Entre là, guillemets. on schématise, hein, bien évidemment. Après, le suivi, par exemple, je vois, il y a des enfants que je suis. Donc là, par exemple, je passe la main au niveau de l'ergothérapeute pour justement qu'ils puissent travailler j'ai vu Adrien qui parlait justement de tout ce qui est pratico-pratique. C'est exactement ça, hein. C'est vraiment la mise en place de l'outil informatique, comment justement mettre des outils de compensation pour quand il y a des difficultés à couper. Donc c'est vraiment tout ce qui sort du cadre de l'utilisation du corps propre, pour faire simple. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a besoin d'outils de compensation, on va plus facilement penser ergothérapie. Ok. Mais encore une fois, je simplifie. Mais voilà. Et moi, donc du coup, je vais passer la main à l'ergothérapeute pour cet aspect-là. Une fois que ça s'est mis en place et que du coup, ces outils-là sont installés, ça m'arrive du coup de revoir l'enfant pour justement continuer à travailler si par exemple il y a des difficultés sur le plan de la gestion des émotions, sur le plan de la gestion de l'espace notamment, sur le plan de la concentration,
sur ces éléments-là. Alors ça c'est super intéressant. Donc ça voudrait dire que, parce que Ouais. pour qu'on comprenne bien, Ouais. justement quelle est la part du psy euh, pour un psychomotricien? La part du psy. Bonne question. Parce qu'il y a ouais. plusieurs courants non, de Ouais. psychomotricité. Ouais. Et Ouais, je sais il y a qu'il y a, plusieurs il y a certains plusieurs courants qui sont un peu, Un peu psy. un peu psy, ouais, Un peu voilà, psy, un peu trop psy. Ouais. Un peu psy, ouais, Un ouais, peu ouais, c'est vrai, c'est vrai. bizarre. Bizarre, Ouais. on est d'accord. Et, On est mais entièrement du d'accord. coup, quelle est la part du psy, on va dire, pour un psychomotricien qui ne serait pas trop bizarre? Euh, Parce que tu vois, par exemple, donc tu dis oui, Ouais. gestion des émotions, tout ça. Effectivement, normalement, par exemple, Bien sûr. l'ergothérapeute, il travaille pas sur tout ça. Il peut, mais Il peut en tout cas différemment. Ok. Mais ça arrive, c'est pour ça que je dis, là, bien évidemment, je schématise. Hein, il y a effectivement, il y a bien évidemment des ergothérapeutes qui vont travailler sur les émotions et des psychomotriciens qui vont travailler sur les aspects un petit peu compensation. Mais ce sera pas forcément les spécialisations. D'accord. Si, Ouais, parce que c'est vrai, c'est vrai. c'est ça. ouais, c'est vrai, il y en C'est a, il y en horrible. a. Il y en a, non, il y en a, c'est vrai, c'est vrai. C'est De horrible. moins en moins, Ouais, de moins en moins, ouais. De moins en moins, je trouve que ça s'uniformise un peu plus, donc ça c'est bien. Voilà. Après, j'ai envie de dire, la part du psy, ça dépend de chaque psychomotricien et ça dépend un petit peu de son background, un petit peu, et de ses sensibilités. Mais c'est pour ça que c'est compliqué pour moi d'avoir une réponse claire là-dessus, parce que je me dis, là, si je te réponds, je vais te répondre ce que moi je pense. Ce que je pense, c'est que bah oui, effectivement, le psy est important, mais on n'est pas psychologue, et à un moment donné, chaque chose a sa place. C'est-à-dire Ouais. que moi, mon travail, ça va être justement d'apprendre sur le pratico-pratique, de se dire, bon, ok, là, tu as telle émotion. Par exemple, je dis une bêtise, mais enfin, ou pas, parce que la plupart des enfants qui viennent me voir, c'est des enfants qui ont du mal à gérer la frustration, c'est des enfants qui ont du mal à gérer la colère. Donc voilà, c'est 95% des enfants qui viennent me voir. Et donc du coup, ça se traduit par des difficultés sur le plan tonique. C'est-à-dire que c'est des enfants qui vont être très tendus, qui vont tout le temps être comme ça, qui vont, quand on va jouer avec eux, ils vont, même sans le vouloir, ils vont taper fort parce qu'ils n'arrivent pas à gérer et parce que du coup, ils se laissent vite déborder. Moi, mon travail, en tant que psychomotricien, ça va être de dire, bon ok, là, je me rends compte que tu as une émotion que tu n'arrives pas à gérer. Ça va être de lui apporter des outils pour qu'il lui se rende compte que, ah tiens, là, je suis en train de manger, d'un coup je suis passé de 0 à 100, peut-être qu'il va falloir que je redescende à 50. Ouais. Et comment je fais pour redescendre à 50? Déjà, si lui il arrive à gérer ça, si moi j'arrive à l'accompagner pour qu'il arrive à gérer un petit peu ça, déjà ça peut déjà être pas mal. Ça va lui permettre tout simplement de mieux s'adapter derrière quand il sera avec les enfants de son âge ou avec ses parents, bien souvent, ou avec les maîtres, les maîtresses. Et déjà, je pense sur le plan psychologique, du coup, ça va déjà atténuer. Après, en général, pour illustrer un petit peu comment nous on travaille au niveau du cabinet, c'est la porte d'entrée, bien souvent, c'est on va voir le psy. La maîtresse a dit qu'il avait un problème, donc on va voir le psy. Donc les enfants vont voir le psychologue. Ma collègue psy, c'est il a besoin, ok, mais je sens qu'il est tendu, je sens qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions, je sens qu'il y a plein de choses sur le plan visio-spatial qui sont difficiles. Vous allez faire un tour chez le psychomotricien, il va d'abord apprendre à gérer son corps. Une fois qu'il arrive à gérer son corps, et que donc du coup, ça lui permet, le fait d'apprendre à gérer son corps, ça va aussi lui permettre d'apprendre à gérer sa pensée, et donc du coup à organiser sa pensée. Une fois qu'il arrive à faire ça, il va repasser chez le psychologue, et là du coup, ils vont pouvoir commencer à discuter. Parce que, bien pour illustrer un petit peu, ça peut être difficile pour un psychologue de discuter avec un enfant qui est zébulon, qui passe, qui court partout, qui tient pas en place, etc. Ouais. Donc avant de pouvoir justement discuter avec lui, il faut déjà qu'il arrive à gérer son agitation, à gérer ses émotions. Ouais. Et donc du coup, l'idée, elle est plus là, si tu veux. Ouais, Enfin, je pour comprends. moi, Je comprends. C'est passé par ce moyen-là, en Ouais. fait, pour limite pour qu'il soit plus réceptif Voilà. finalement sur le plan psy. c'est ça, Ok. c'est vraiment ça, ouais. Ouais, du coup, donc comme certains le disaient, finalement, en fait, on est vraiment extrêmement tous complémentaires. Ah oui, complètement. Moi, je peux pas travailler sans ergo, je peux pas travailler sans neuropsy, je peux pas travailler sans psy. Je peux rien faire tout seul, clairement. Ouais, c'est Clairement. Donc, ouais, non, on est.
Ouais, merci beaucoup Ouais, y a pas de souci. pour ces explications parce que c'est vrai qu'en fait, donc, on entend hein, parfois des psychomotriciens qui vont travailler la sphère psy, mais maintenant du coup ouais, on Ouais, comprend, c'est ça, c'est finalement en fait passer plus par vos outils pour ouais. permettre aux Pour patients d'être faciliter, plus entre guillemets, réceptifs. le Ouais, travail du psychologue ou ouais, faciliter le travail de l'ergo quand il y aura des choses à mettre en place, etc. Oh oui, bien, c'est une équipe pluridisciplinaire. Yes. ouais, ça c'est des C'est jolis ça, messages. c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. J'en profite aussi, du coup, donc vous avez vu, il y a Adrien également qui est là, donc ça c'est parfait. On a Adrien et Nima avec nous, qui répondent aussi à vos questions. Peut-être nous parler un petit peu de comment ça se passe alors. Alors là, pareil, tu vas me dire que tout qu'on ne sait pas. Une fois Mhm, que le bilan a eu lieu, mhm, d'accord? mhm. Ah, Est-ce qu'on peut déterminer un certain nombre de séances? Est-ce qu'on peut dire que tu peux suivre un patient, par exemple, sur 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce qu'une séance par semaine, c'est bien? Est-ce que ça arrive Ouais. qu'on Au voit niveau du des rythme, du enfants? coup, Ouais, du plus au rythme, niveau par du exemple. rythme. Ouais. Je vais là pour le coup, ça dépend et là encore, ça dépend énormément des psychomotes. Je vais parler moi de comment je travaille. Ce que j'aime bien faire et ce que j'explique aux familles, c'est je peux pas vous dire, on va dire. On va se voir sur 20 séances. Ça se trouve, dans 20 séances, on n'aura pas fini et je vais vous dire, bon, bah, en fait, il faut. Non. En général, ce que je préfère dire, je dis, bon, écoutez, là, on commence un travail, on va se voir à raison d'une fois par semaine sur 6 mois. Donc on se dit, pendant 6 mois, on se voit toutes les semaines. Ou tous les 15 jours, ça dépend de l'ampleur des difficultés. Ok. Mais souvent quand même, j'aime bien faire toutes les semaines. Pourquoi toutes les semaines? Parce que pour justement mettre en place tous les outils dont je te parlais tout à l'heure, il faut énormément de régularité. Ouais. Et surtout au début. Surtout au début, parce que bien souvent, on se rend compte qu'il y a quand même énormément un phénomène d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a des habitudes qui sont mises en place. Et donc, du coup, pour pouvoir justement pas casser, mais en tout cas dénouer un petit peu des habitudes, notamment sur le plan, ne serait-ce que sur le plan tonique, un enfant qui vient me voir et qui est constamment crispé, bien évidemment que je ne vais pas réussir à l'amener à se détendre en 3-4 séances. C'est pas possible. Enfin, c'est compliqué. Ou alors, c'est qu'il y avait juste un petit truc, et ça arrive, hein, ça arrive, mais c'est pas la majorité. Donc, moi, ce que je préfère prévenir les parents, je leur dis, bah écoutez, on se voit pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, de toute façon, je fais un point. Je fais un point, c'est-à-dire soit on fait un bilan d'évolution, soit on se voit, soit on fait une réunion, et je vous dis bah voilà, moi voilà ce que moi j'observe en séance. Qu'est-ce que vous observez à la maison? Qu'est-ce que vous Hmm. observez à l'école? Et à partir de là, on se dit bon, ok, ça fait 6 mois qu'on se voit. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à se voir une fois par semaine? Est-ce qu'on réduit? Ou est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on passe la main? Et donc du coup, on réajuste en partant du principe aussi que bien souvent, enfin c'est pas bien souvent, c'est quasi systématiquement, même si c'est pas évident, j'essaye au maximum de mettre en lien avec les écoles parce que c'est quand même bien souvent les écoles qui demandent à aller voir le psychologue ou aller voir le psychomotricien. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est je me dis, bon bah ok, en début de suivi, j'appelle, soit je me mets en lien avec l'enseignant ou l'enseignante ou la personne référente au niveau des apprentissages, je me mets en lien avec cette personne-là pour faire un état des lieux, dire bon ok, voilà, moi j'ai vu tel enfant en bilan, j'ai noté, alors bien évidemment avec l'accord des parents, hein, mais j'ai noté telle difficulté, telle difficulté, telle difficulté. Est-ce que vous observez la même chose en classe? Oui, non. Si oui, bah, du coup on essaye de voir comment on peut travailler ensemble. Et donc du coup, une fois que ça c'est fait, je dis bah écoutez, on se revoit ou on se rappelle dans 3 mois, dans Hmm. 4 mois, et vous me dites comment ça a bougé pour vous. Et donc du coup, l'idée c'est d'arriver justement à ces 6 mois-là et de se dire, bon bah, d'avoir un petit peu un tableau, de se dire, bon, on est parti de là, on est parti de, il tenait pas bien son crayon, il faisait que des colères, il voulait pas écrire, il n'arrivait pas à gérer justement tout ce qui est influx sensoriel. On est parti de là. À 3 mois, on en était là. Maintenant, à 6 mois, on en est là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue dans la même direction? Est-ce qu'on s'arrête? Et donc, du coup, voilà, l'idée, c'est plus dans cet ordre-là parce que je trouve ça assez utopique de dire, allez, dans 20 séances, c'est bon, c'est Ouais. réglé. Je sais pas, non, peut-être pas. Peut-être que ce sera 40, peut-être que ce sera que 10.
Mais je préfère dire voilà, on part sur 6 mois et s'il y a besoin de moins, bah, je vous dis écoutez. En tout cas, alors pour le coup, du coup, ce qui est bien, c'est que tu mets en avant le fait de faire le point Ouais, avec les c'est parents. important. Ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est Le fait important. de faire le point, C'est d'être important. totalement transparent C'est important. dans ta façon de travailler avec Ouais, bien sûr. l'enfant, l'évolution de l'enfant au sein du cabinet, Bien pour sûr. voir du coup comment en fait il se comporte en séance, qu'est-ce Ouais. que toi tu observes. Donc c'est vraiment important Ouais. de faire le point. Ouais. Est-ce que en tant que psychomotricien, on peut fournir des outils, alors que ce soit pour les parents Bien sûr. ou pour les profs, Bien sûr. à mettre en place avec le carrément, patient? carrément. Alors moi j'ai ramené quelques-uns, donc c'est des petits trucs assez simples, hein, c'est assez basique. En tout cas j'ai ramené ceux-là parce que c'est ceux qu'on me demande le plus souvent. C'est ceux qu'on me demande le plus souvent où est-ce que vous l'avez acheté, où est-ce que vous l'avez acheté. Je peux. Bah ouais, je vais Désolé. occuper le temps. J'espère que vous allez bien, que vous passez la petite musique de patience, que vous passez tous une agréable soirée. Ah, c'est bon. Je suis là. Hop là. C'est Non. extraordinaire. Alors, déjà, je vais commencer par les balles. Donc c'est tout simple. C'était jouet personnel, c'est ça? Ouais. Alors ça, voilà, je m'amuse souvent avec ça. C'est des petites balles qu'on trouve assez facilement dans le commerce et qui permettent justement de. Alors, j'utilise surtout pour par exemple tout ce qui est temps calme. Tout ce qui est justement essayer justement de faire des massages, faire des temps comme ça. Alors je sais qu'en classe c'est pas toujours évident d'instaurer un temps calme pour chaque enfant, mais je parle plus là du coup à la maison et donc du coup pour les enfants qui ont du mal un petit peu à gérer les trop-pleins émotionnels par exemple. Donc ce qui peut être intéressant c'est justement d'instaurer pour justement tous ces enfants qui ont besoin de ritualisation. Alors je pense aux enfants TSA mais pas que, il n'y a pas que ces enfants-là qui ont besoin de ritualisation. Mais l'idée c'est de se dire qu'on va privilégier un petit temps, soit bien souvent juste avant de se coucher ou le matin au réveil, où justement l'enfant on va faire des massages. Donc les massages, alors plus spécifiquement pour les enfants TSA, mais ça va être des massages profonds. Alors là encore, ça dépend bien évidemment du profil sensoriel de l'enfant, mais de ce que j'ai pu noter, bien souvent, les massages profonds chez les enfants TSA, ils aiment plutôt bien. Ouais. Donc voilà, privilégier ça et puis surtout, ça les apaise. Et tout simplement, il y a le fait de passer cette balle-là, en fait, ça permet, ça apaise. C'est une petite balle. Donc c'est simple, c'est assez simple et ça se trouve assez facilement, je trouve, dans le commerce. Après, il y a celui que... Donc, il y a... C'est des balles comme ça qui sont lumineuses. Elle s'allume plus, bien évidemment. Ah si, ça y est, voilà. Je sais pas si ça se voit. Voilà, c'est des trucs assez basiques au final, mais qui fonctionnent bien et et puis surtout, ce que moi je trouve intéressant, c'est-à-dire que ces outils-là, c'est des prétextes. C'est-à-dire que bien souvent, les enfants qui ont justement ces difficultés de gestion des émotions et qui sont souvent débordés, en fait, c'est des enfants qui ont besoin de contenance, qui ont besoin d'être rassurés. Et le fait d'utiliser ça, c'est un outil, ce qu'on appelle un médiateur, qui va permettre d'instaurer une relation et qui va permettre justement à ces enfants de se canaliser et donc du coup de se canaliser en présence de l'adulte. L'idée étant que petit à petit, ils arrivent à le faire tout seuls. Et pour qu'ils arrivent à le faire tout seuls, donc une fois qu'on a utilisé les balles, du coup, on les fait passer. Donc après, il y a des automassages. J'ai une question. Est-ce que l'enfant peut lui-même choisir son objet canalisateur? À fond. Ouais, à fond. Et en fait, ce que j'ai ramené là, je te dis, c'est quand je dis on me les demande, c'est les enfants. Hein. C'est les enfants qui me demandent systématiquement. Et donc, au début, c'est souvent l'adulte qui va masser. Donc l'idée c'est vraiment juste de passer comme ça et petit à petit l'idée c'est que ce soit l'enfant qui fasse des automassages, qui devienne justement acteur de son propre apaisement et quand on en arrive là, on peut lui proposer par exemple ce petit truc. C'est sensuel la psychomotricité. Il y a beaucoup de toucher dans cette psychomotricité. Toucher c'est la base en psychomote. Et l'idée c'est ce petit jeu ça fait de la lumière donc c'est sympa. En général ils adorent ça. Et puis ça apaise, puis ça masse. Donc voilà, si vous voulez, si tu veux, c'est les 3 jeux, entre guillemets, qu'on me demande le plus en fin de séance.
Parce D'accord. que c'est pas toute la séance qui tourne autour de ça, mais l'idée c'est vraiment de se dire que on va privilégier un moment bien précis pour ça, pour que l'enfant puisse le ritualiser et se dire et l'attendre et se dire bah tiens à tel moment il y a ça il y a ça qui va arriver, je vais pouvoir me canaliser et puis du coup lui permettre d'avoir des moments où justement où il s'agite, où il a la possibilité justement de s'exprimer, de laisser sortir ce qui a à sortir tout en sachant que bah, à un moment donné dans la séance ou dans la journée, eh ben, il aura ce petit temps calme-là et petit à petit, cette régularité-là va lui permettre de se poser. Alors ça, pour le coup, parfois, alors on vous Ouais. pique Ouais, des méthodes. C'est vrai qu'après certains bilans, on sent que l'enfant, il a dû... il a passé, alors ça dépend après de l'enfant Ouais. et de sa capacité à rester concentré, Bien sûr. mais que ce soit 30 minutes, 1 heure ou 1 heure et demie, Ouais. il a besoin de se dépenser, de se défouler. Ouais, Ouais, parce que il c'est a ça, passé trop de c'est temps ça, en fait c'est ça. concentré derrière C'est les ça. exercices. Tu sais, les énormes ballons là. Et j'allais y venir, j'ai failli le ramener. Ah, ouais. Ouais, j'ai failli le ramener après Voilà, je me suis ici, dit, si tu veux. je me suis dit, Mais, ah bah, ouais. comme tu Bah, veux. vous voyez les Ouais, énormes ballons ouais. sur lesquels les enfants adorent se rouler ou qui. C'est magique, c'est Ouais, magique. C'est exactement. magique. En général, j'utilise pour deux, enfin pas pour que pour deux, mais principalement en tout cas en bilan, comme tu le disais. Quand je sens qu'ils commencent à énormément s'agiter, Ouais. ce que je fais, soit je leur demande de taper dessus. En général, ils adorent Ah, ça. ça, c'est vrai. Ils adorent. Ou alors, je leur demande, surtout quand je leur demande de faire des choses à la table, je leur demande tout simplement de s'asseoir dessus. Je leur dis, bah, écoute, tu t'assois dessus. Comme ça, toi, ça te permet de bouger. Donc, ça permet de sauter. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelques maîtresses qui l'utilisent en classe. Et notamment pour les enfants justement qui ont du mal à se canaliser, ça marche super bien parce que du coup, l'enfant ne se lève plus. Ouais. Il est assis sur sa chaise et il embête plus personne parce que du coup il est occupé et en plus chez certains enfants ça leur permet justement de se concentrer. Alors c'est paradoxal, on se dit et ouais non sauf quand. Mais ça c'est la base. C'est ça. C'est la base. C'est ça. que s'il n'a pas l'air concentré, ça veut pas dire qu'il n'est pas concentré. Exactement. Ouais. Et ça, du coup, l'idée, voilà, l'idée, c'est aussi d'accompagner un petit peu les maîtres pour qu'ils aussi, les maîtres et les parents, et pour qu'ils puissent comprendre aussi que, bah oui, non, c'est pas parce qu'ils vous écoutent pas que, c'est pas parce qu'ils vous regardent pas qu'il écoute pas, voilà. ou c'est pas parce qu'il est en train de bouger qu'il vous écoute pas. Au contraire. C'est pourtant, des fois, c'est plus difficile pour un enfant quand on lui dit reste assis, écoute-moi. Ça fait 2 consignes. Restez assis et écoutez. Il y en a une des deux qui. il y en a des fois, souvent, il y en a une des deux qui squeeze parce qu'il ne peut pas faire les deux. C'est exactement ça. Wow, t'as donné plein d'informations. Merde. Pardon. T'en as donné trop. Ouais, trop d'infos. Et moi, comme si c'était magique. Je suis attiré de nouveau par possible. C'est l'habitude. C'est l'habitude, ouais, exactement. Quelle heure? Oh là là, on a encore 20 minutes devant nous. Ouais, on est large. C'est bien. On est large. C'est peut-être parce que je parle un peu trop vite. Alors ça, c'est un défaut que j'ai. Est-ce que sur Facebook, on peut mettre les vidéos, tu sais, en ralenti? Ouais, je sais pas. C'est possible, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, non, mais de toute façon, voilà. En tout cas, c'est extrêmement clair. Je pense que ça l'est aussi pour ceux qui nous regardent. Ouais. Merci pour toutes ces questions, parce que là, pour le coup, en plus, là, vous êtes actifs et tout. Ouais. Ce soir, c'est génial. Ouais. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu veux que je décrive un petit peu comment se passe un bilan, quelles étapes, parce qu'on a déjà parlé des différentes étapes. C'est quoi? Les personnes. Les personnes âgées. Les personnes âgées. Faut pas t'interrompre en cours de route. Ah oui, non mais alors oui, ça c'est bref. Attends. Donc du coup, je sais plus ce que tu disais. Bah, il y a le fait d'expliquer tout comment se passe un bilan. Ouais. Et alors effectivement et tout, peut-être aussi nous dire est-ce que toi-même tu travailles donc essentiellement chez les enfants? Ouais. Enfants ados, hein, ouais. C'est ça? Okay. Ouais, enfants ados. Même pas adultes. J'ai un patient adulte AVC. Okay. D'accord, ok. Donc après, sur les personnes âgées, je connais moins, forcément. Ouais. Mais j'ai quelques petites notions, oui. Mais c'est vrai qu'il va falloir tout qu'on fasse des neurolives et tout aussi sur la population âgée parce que malheureusement on le sait tout à quel point cette population peut être aussi touchée par pas mal de pathologies et de troubles. Donc effectivement il faudrait qu'on fasse des neurolives sur la population âgée. Est-ce que tu as écho alors d'expérience?
Alors, de psychomotriciens travaillant avec la population âgée? moi, alors ça, c'est un avis personnel, hein, mais vraiment, je suis pas sûr que ce soit, c'est plus un ressenti. Hmm. Au final, en fait, travailler, et là, je risque encore de me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave. C'est pas grave, Voilà. je suis armé. Euh, Au final, des expériences que j'ai pu avoir, j'ai eu l'impression que travailler, en tout cas avec les personnes âgées en situation de dépendance, Hmm. en fait, l'accompagnement pouvait des fois se rapprocher du travail avec les enfants, puisque du coup, l'idée, c'est vraiment leur permettre justement une appropriation de leur réappropriation de leur corps. Les objectifs ne seront pas les mêmes, puisque dans un cas, on sera plus justement dans l'apprentissage, dans justement la découverte, et dans l'autre, on sera dans cette notion de maintien, mais le processus sera le même, c'est-à-dire qu'on va pouvoir justement utiliser à peu près les mêmes médiations. On va pouvoir utiliser la danse, on va pouvoir utiliser justement le judo, les arts martiaux, tous ces outils-là pour justement favoriser cette notion de réappropriation du corps. Après, avec les personnes âgées, il y a tout un travail autour de la famille, donc la présence de la famille, l'intérêt des enfants, l'implication des enfants, comment ils peuvent s'impliquer dans la vie, justement, parce que bien souvent, les personnes âgées qu'on rencontre sont soit en EHPAD, soit justement suivies à la maison, mais du coup avec des équipes spécialisées. Et donc du coup, l'idée, ça va vraiment être de mettre en place justement une équipe autour de ces personnes âgées-là pour qu'elles ne soient pas isolées, tout simplement. D'accord, Donc, ouais, effectivement, je comprends. voilà, moi c'est un peu ce que. Après, effectivement, pour rentrer dans les détails, j'avoue, je m'hasarderai pas trop parce que là, je risque de vraiment me faire taper sur les doigts par les autres. Non, mais c'est une explication en toute humilité. Ouais. Merci pour Ouais, cette il n'y a pas de souci. explication. Il n'y a pas de souci. Pour le coup, alors, si on revenait sur le bilan. Ouais, le bilan. Alors, le bilan psychomote. Donc, moi, en général, quand vous confiez votre enfant à un psychomotricien, en général, il va surtout observer, du coup, parce que la motricité, je vous l'ai peut-être dit, mais la motricité globale, la motricité fine, tout ce qui est notion d'espace, tout ce qui est notion temporelle, tout ce qui est notion de schéma corporel et image du corps. Donc on va dire, c'est les domaines de base. Après, bien souvent, de plus en plus, il y a des psychomotriciens qui vont piquer un petit peu des outils aux neuropsy et qui vont, par exemple, C'est vrai. ah ouais, Je l'apprends là. et ouais, on vous pique aussi. Je suis choqué. Qui vont justement étudier un petit peu tout ce qui est fonction attentionnelle et bien évidemment donc tout ce qui est notion justement notion sensorielle avec le profil sensoriel, etc. Après il y a plusieurs, c'est-à-dire que le bilan psychomote de base, et puis après à côté de ça il y a plein d'autres tests qui vont s'y greffer et qui vont justement permettre d'éclaircir davantage le fonctionnement psychomoteur du patient. Donc voilà. Les tests, je sais pas, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas ou alors simplement donner quelques noms, tu sais, de tests. Ouais. Parfois, tu sais, on se dit, c'est comme par exemple, bon, pour un neuropsychologue, les tests les plus connus, Ouais. c'est tout ce qui est échelle de Wechsler et tout. Ouais. Bon, voilà, ça c'est pour le coup, voilà, c'est Ouais. les plus connus. Est-ce qu'il existe des tests, on va dire les incontournables du psychomotricien? Pour moi, et je pense que ce sera le cas pour beaucoup de psychomotes, un test incontournable, c'est le MABC. Ok. Le MABC, donc là, c'est là qui est dans sa deuxième version, et qui en fait évalue les compétences du coup motrices de l'enfant. Donc ça va de 3 à 17 ans maintenant, je crois. Et donc du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir justement un panel des compétences motrices. Donc il y a ce test-là d'une part. Un autre test que j'utilise énormément, c'est quelques items, parce qu'en fait dans l'anepsie on a quelques items qui nous sont réservés en commun, voilà. Et donc du coup tout ce qui est imitation de gestes, tout ce qui est précision vidéomotrice, etc., qui vont donner justement des informations sur le traitement de l'information visio-spatiale, le traitement de l'information visuelle, et surtout la coordination entre le regard, les mains et du coup l'extraction d'informations.
Ça, c'est des tests, à mon avis, qui sont importants. Après, il y a le NPMOT, qui là aussi qui est très important, je trouve, mais qui, comme le MABC2, va évaluer il va évaluer les fonctions motrices, mais qui va évaluer surtout les fonctions sous-jacentes, les fonctions neuromotrices sous-jacentes qui vont permettre ces fonctions motrices-là. Donc je trouve que ces deux tests-là sont vraiment intéressants. Après, la figure des raies, mais bon, ça, c'est la base aussi. Ouais. Après, moi, du coup, ce que moi j'utilise personnellement beaucoup, de plus en plus, c'est la Teach. D'accord. Qui est vraiment, je trouve, très intéressante pour évaluer les fonctions intentionnelles. Voilà. Après, effectivement, ça dépend. Les psychomotriciens utilisent la Teach? Pas tous. Ah, ok. Pas tous. D'accord. Pas tous. Moi, je sais que moi je l'utilise parce que j'ai fait la formation, j'ai fait une formation dessus, mais c'est pas tous les psychomotes qui l'utilisent. J'essaie de capter. De capter, ouais, ce qui est. Mais quitte à ce que. Parce que tout à l'heure, tu as lu la question, quitte à ce que tu relises la question. Alors, tendez bien l'oreille, par magie, il va y avoir une question qui va apparaître, qui va écouter. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir des conseils sur ce à quoi il faut faire attention dans le développement normal d'un enfant? Ah, bien, ok. Ouais, bien sûr. Alors, donc, on va, comment dire, comment je vais pouvoir organiser ça? Je vais essayer d'organiser un peu ma pensée. Ouais, je vais combler le temps. Ouais, non. Alors, le développement, la première chose à mon avis qui va être important, ça va être de regarder un petit peu comment l'enfant interagit. Donc est-ce qu'il regarde quand on... Alors après ça dépend de l'âge, hein, mais en général voilà les premiers regards sociaux c'est aux alentours de 5-6 mois. Donc est-ce qu'il regarde, est-ce qu'il joue, est-ce qu'il arrive à jouer tout seul. Après ça va être une notion qui va être très dépendante de l'âge, mais globalement ça va être vraiment comment est-ce qu'il interagit avec son environnement. Au niveau de son développement moteur, ça va être principalement s'il passe par les différentes étapes, à savoir le rampé, le quatre pattes, d'abord s'il se met assis seul, s'il se met assis, après il y a le rampé, après il y a le quatre pattes, il y a toutes ces étapes-là, puis après il y a la marche qui va se mettre en place. L'idée, ça va être de faire attention à toutes ces étapes-là. Bien souvent, ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir un problème. Par exemple, un enfant qui ne passe pas par le quatre pattes, ça ne veut pas forcément dire qu'il aura des difficultés plus tard. Quoique, moi, voilà, il n'y a pas de preuve scientifique là-dessus, mais ce que je note, c'est que 90% des enfants qui viennent me voir et qui ont des difficultés d'écriture ne sont pas forcément passés par le quatre pattes. Alors donc du coup, moi c'est l'analyse que j'en fais. Encore une fois, il n'y a pas de preuve scientifique, hein, mais c'est juste l'idée de se dire que c'est des enfants qui déjà dès le début ont envie d'aller tellement vite que du coup ils vont sauter cette étape-là. Sauf que c'est une étape qui quand même est assez importante sur le plan cérébral, qui va permettre justement de commencer à coordonner les appuis, coordonner entre le haut, le bas, la droite, la gauche, tous ces éléments-là. Et puis plus tard, en fait, du coup, quand on va arriver sur l'écriture, c'est une étape qui demande énormément en termes de coordination fine, bah, du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ai envie de dire, si l'enfant saute cette étape-là, pas forcément s'inquiéter, mais en tout cas rester vigilant à justement derrière tout ce qui est coordination manuelle, tout ce qui est investissement au niveau des mains, comment ça se passe, et pas hésiter justement à lui proposer un maximum de stimulation à ce niveau-là pour qu'il puisse justement investir. C'est ça, donc ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura un problème de coordination. Non. C'est juste qu'il faut être vigilant. Mais c'est comme par exemple les enfants qui vont se déplacer par exemple sur les fesses. Il y a des enfants qui vont se déplacer sur les fesses. On va se dire, bah, est-ce que ça veut dire qu'il va avoir des difficultés? Pas forcément. Mais par contre, c'est important de bien faire attention, parce que derrière ça peut cacher d'autres difficultés. Ça peut par exemple être un enfant qui refuse de se mettre debout, qui refuse de se mettre à quatre pattes parce que ça lui fait peur, parce que la position n'est pas confortable, et donc du coup ça peut, je dis bien ça peut, pas forcément, mais ça peut justement derrière engendrer d'autres difficultés qui pourraient être évitées si on y fait attention assez rapidement.
Souvent, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste essayer de jouer avec lui quand on voit que l'enfant est au sol et qu'il n'arrive pas, à se retourner. C'est juste déjà essayer de jouer avec lui pour l'amener à découvrir un petit peu, à explorer justement le retourner, toutes ces étapes-là, pour qu'il se rassure. L'idée vraiment, c'est vraiment de se rassurer pour justement éviter que plus tard il y ait des crispations. D'accord. Voilà. Stimuler la pince fine, etc. Ouais. Comme Rosine dit, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Ouais. juste le titre. Ouais, Ok. c'est stimuler la pince fine, tout ce qui est la pâte à modeler. La pâte à modeler, ça c'est génial. Après, tout ce qui est enfilé, en plus ça sent bon. Et puis il y en a quelques-unes qui se mangent pas. Aïe, 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 c'est vrai. Moi, j'en sais. Ça c'est peut-être moi qui ai essayé de les manger, mais en fait non. Oh, on a tous essayé, tellement ça sent bon. Après tout ce qui est enfilage de perles, tout ce qui est dessin, le dessin c'est super magique. Après il y a quand même quelque chose sur lequel j'aimerais bien attirer l'attention. Si à 4-5 ans il ne sait pas écrire, c'est pas grave. Parce que ça aussi j'en ai énormément d'enfants qui sont en moyenne, grande section. Et qui en fait donc la maîtresse la maîtresse l'envoie et qui dit bah il tient pas bien son stylo, il sait pas écrire, c'est pas grave. C'est-à-dire que pourquoi je alors peut-être que c'est important, ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention, c'est pas ça que je dis, ça veut juste dire que c'est important de lui laisser le temps parce que un enfant à qui comment dire, un enfant de 4-5 ans à qui on rabâche beaucoup, dis donc, tu fais pas attention, bah oui, tu tiens pas bien ton stylo, etc. etc. C'est des choses qui se cristallisent et qui en fait plus tard, en l'occurrence à l'arrivée au CP, quand on va vraiment lui demander d'écrire, il va se dire moi on m'a dit que je savais pas écrire donc je ne sais pas écrire. Et ça, pour ça, les gamins, ils sont super forts. Surtout que c'est une activité qui est très difficile. Donc, si on commence déjà à lui mettre dans la tête que de toute façon, il a des difficultés pour écrire, et ben en fait, il va juste se conditionner là-dedans. Donc, moi, souvent, les enfants, donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment sur ça qu'il faut faire attention. Pas cristalliser trop tôt les difficultés de l'enfant, entre guillemets. Y faire attention, mais pas les cristalliser trop tôt. À quel âge c'est qu'est-ce qui est inquiétant? Juste, à quel âge c'est inquiétant si ne sait pas écrire? L'entrée au CP. L'acquisition. Et encore, même l'entrée au CP, j'ai envie de dire, ouais, voilà, si en fin de CP on voit qu'il est vraiment, c'est vraiment difficile et qu'il a du mal, ouais, là, faut commencer à s'inquiéter. Ça veut pas dire qu'on n'aura rien mis avant. Mais parce que de toute façon, pour poser entre guillemets un diagnostic de dysgraphie, c'est-à-dire trouble de l'écriture, il faut qu'il y ait apprentissage. Il faut qu'il y ait eu apprentissage. Et un apprentissage, de toute façon, c'est 2 ans. Donc si le gamin il arrive en début de CP et qu'on dit qu'il a une dysgraphie et qu'il a du mal à écrire, ouais, non, en fait, il est juste en train d'apprendre. Donc on va déjà lui laisser le temps d'apprendre et on voit comment ça se passe. Parce qu'il y a énormément d'enfants qui commencent en fait très mal entre guillemets, hein, qui en fait et qui à un moment donné en cours d'année de CP, paf, il y a un déclic, on sait pas quoi, et hop, ça roule, et puis finalement en fait on se rend compte que bah non, en fait il n'y avait pas besoin. Donc c'est vrai. On voulait ton avis aussi, ouais. C'était dans les commentaires un tout petit peu plus haut, ouais. Sur la marche sur la pointe des pieds. Ouais. Alors ça c'est bien souvent, alors il y a plusieurs possibilités. La première, ouais, ok, c'est E1, oui, voilà, c'est ça, c'est E1. Je sais pas pourquoi, mais oui, pour l'écriture, j'imagine. Pour l'écriture, ouais, pour l'acquisition, on va dire, de l'écriture. C'est ça, c'est E1. C'est E1, début de CE1, c'est pas mal. Et donc, du coup, pour revenir sur la marche sur la pointe des pieds, il y a 2 possibilités. La première, en général, quand je vois un enfant qui vient me voir hors TSA et qui marche sur la pointe des pieds, je vais déjà questionner si, sur le plan kiné, s'il n'y a pas eu d'affection organique au niveau des rétractations des tendons, des choses comme ça. Si ce n'est pas le cas, on va faire un profil sensoriel. Ok. On va faire un profil sensoriel. Pourquoi? Parce que ça veut peut-être dire qu'au niveau de la plante, en fait, il y a peut-être une hyposensibilité ou une hypersensibilité qui fait que l'enfant va préférer se mettre sur la pointe des pieds. Donc, du coup, va pas pouvoir
investir correctement les appuis à ce niveau-là. Et le rôle du coup du psychomotricien, ça va être justement du coup de l'amener à investir justement par le biais de massage comme on a vu tout à l'heure, par le biais de petits jeux justement sur les planches. Au cabinet, j'ai une planche que je trouve géniale pour ça. Je l'avais vu aussi, en fait c'est l'enfant se met sur la planche et en fait tu as une bille et il faut qu'il arrive qu'il est en équilibre, il faut qu'il arrive à guider la bille. Donc voilà, mais après ça peut se faire aussi sous forme de, je sais qu'il y a une planche de surf qui est pas mal aussi pour ça. Et l'idée en fait, au final en fait il y a énormément de choses que les parents peuvent faire à la maison. Et c'est aussi ça le rôle du psychomotricien, c'est pas simplement de recevoir l'enfant en suivi, c'est surtout de se dire en fait on va aussi donner des outils conseiller, voilà, bien sûr, ça, au mieux. c'est ça. Pour que justement ce qui est peut-être fait au cabinet, en tout cas ce qui est fait au cabinet, soit aussi travaillé, repris. Voilà, puisqu'en le voyant une fois par semaine, c'est pas en le voyant une fois par semaine que ça change forcément beaucoup de choses. S'il n'y a pas de suivi derrière. Je pense qu'on arrive du coup à la fin. Ouais. Merci beaucoup Sydney pour toutes ces informations, pour ta disponibilité. Je pense que tu as répondu à énormément de questions des personnes qui ont regardé la vidéo. Tapis sensoriel, c'est très bien. Super le tapis sensoriel. On profitera donc là, de toute façon, donc la vidéo elle est gardée sur Facebook. Ouais. Soit toi-même tu pourras directement répondre donc, aux questions des gens, ou alors nous de toute façon on te fera part donc, des questions et puis après à ce moment-là tu y répondras en tant que professionnel et expert. Super. Juste avant de finir, en fait, je tenais simplement à faire une rectification. Ouais. La semaine dernière, on avait donc annoncé plusieurs des intervenants qui allaient donc participer au NeuroLive. On a parlé de l'association Le Goéland, mais alors le nom de l'asso c'est Fragile X France, Le Goéland. Voilà, simplement juste petite rectification. Comme ça, au moins, si jamais il y a des recherches, et au moins vous pourrez trouver toutes les infos sur cette info. Et donc, j'aurai plaisir de partager l'écran avec Françoise Carpentier. Ça sera courant octobre pour un autre NeuroLive. Voilà. Merci encore, Sydney. Merci à vous encore une fois pour votre dispo, pour toutes ces questions. N'hésitez pas à partager. Le but du jeu, je le rappelle, je sais à chaque fois, mais bon, c'est de pouvoir être utile à un maximum de personnes et pouvoir sortir les familles ou les patients directement d'un certain isolement, qu'il soit financier ou géographique. En tout cas, au moins, on peut être utile. Voilà. Si c'est bon pour tout le monde, c'est bon on a pour ce soir. Passez une excellente soirée. Et puis du coup à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.